Grand C, pratique démocratique et liberté citoyenne. Si l'idée s'impose progressivement d'une souveraineté populaire et de liberté fondamentale devant permettre l'exercice de cette souveraineté, la réalité de la pratique des régimes politiques d'Europe jusqu'en 1914 en reste très éloignée. En effet, depuis les événements sanglants de la Commune de Paris en 1871, là aussi nous y reviendrons lorsque nous verrons la France, 4e chapitre, les élites politiques de l'Europe craignent que la démocratisation conduise à la révolution. Comment donc démocratiser sans risque de perte de pouvoir pour les élites anciennes et nouvelles que sont la bourgeoisie et la noblesse? Les élites vont donc mettre en place un certain nombre de garde-fous à cette démocratie qu'ils craignent. D'abord sur la question du scrutin. Comme on l'a vu, celui-ci ne devient vraiment universel que lentement, mis à part la France. Il est d'autre part toujours encadré par diverses mesures qui en amoindrissent la portée. Les assemblées élues au suffrage universel voient leur pouvoir limité, comme en Allemagne. Ou le pouvoir de cette assemblée limité par une haute assemblée, la Chambre des Lords en Angleterre, le Sénat en France, qui garantit une certaine forme de stabilité en contrebalançant les pouvoirs de l'Assemblée nationale en France ou de la Chambre des communes en Angleterre. Le découpage électoral peut aussi favoriser... Aux États-Unis, derrière l'apparence d'une démocratie constitutionnelle, une partie de l'électorat, les Noirs, les Aborigènes, sont privés de droit de vote. Une série de mesures permet également localement d'éloigner les populations les plus pauvres, comme l'obligation de savoir lire ou d'écrire, ou de posséder une certaine somme d'argent sur soi. Dans certains États, des groupes font régner la terreur pour empêcher les Noirs de jouir des droits constitutionnels. Nous pensons notamment aux actions du fameux Ku Klux Klan qui se déchaîna contre les populations noires dans les États du Sud, même bien après l'abolition de l'esclavage. Enfin, il faut rappeler que le vote secret n'apparaît que très tardivement, 1913 en France, 1901 au Danemark. On voit donc que le vote est toujours soumis à la pression des élites. D'autre part, les libertés citoyennes sont encore balbutiantes avant 1914. Le droit de se syndiquer, par exemple, est fréquemment reconnu en Europe de l'Ouest, mais il est souvent difficile à mettre en œuvre concrètement dans les entreprises. La presse écrite, bien que protégée par des lois, comme celle de 1881 en France, peut être en but à des attaques lors d'événements exceptionnels comme la crise anarchiste de 1884 qui entraîna le vote des lois scélérates qui permit de suspendre toute publication à caractère anarchisant. Mais dans l'ensemble, les élites de la Belle Époque comprennent que la démocratie libérale peut être un système stable et profitable à leur propre domination si elles parviennent à conduire certaines réformes indispensables pour rallier l'essentiel des classes moyennes, voire une partie des classes populaires. C'est toute l'œuvre d'un parti radical en France qui parvient à rallier les petits paysans et les classes moyennes à une république modérée, tout en livrant une véritable guerre à la gauche révolutionnaire. En fait, avant 1914, seule une majorité des églises chrétiennes, en particulier l'Église catholique, reste encore méfiante devant le nouveau système politique. Cependant, on voit que le pape Léon XIII a, en 1893, demandé aux catholiques français de se rallier à cette république pour pouvoir l'influencer dans un sens qui est le sien, à savoir un sens conservateur défendant les valeurs chrétiennes. Jusque-là, l'Église avait condamné la République. On voit donc là une intégration progressive des anciennes élites qui acceptent le processus démocratique et libéral.